Salut à tous et bienvenue dans cette masterclass Facebook Ads. Cette vidéo est un peu différente des autres que tu peux trouver sur ma chaîne puisque c'est le replay d'une conférence que j'ai faite avec Amazon auprès de 150 entrepreneurs. L'objectif c'était d'expliquer à des e-commerçants qui démarrent leur activité comment fonctionne la publicité Facebook et surtout quelles sont les choses à prendre en compte avant de se lancer. Pour ça j'ai rassemblé toute mon expérience d'ancien employé de Meta et celle de mon job actuel qui est d'être CEO d'une agence de publicité pour les e-commerçants et j'en ai fait un condensé d'un peu plus d'une heure. Cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui démarrent la publicité Facebook et aux débutants, mais aussi à toute personne qui veut revoir les bases du e-commerce. Vous allez voir qu'au cours de cette conférence, je parle assez peu de Facebook Ads, mais plutôt de tout ce qui précède le lancement des publicités. Parce qu'en réalité, c'est là que tout se joue et beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de se lancer trop tôt en publicité et donc de gaspiller leur argent. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les bases du e-commerce. Je vais vous expliquer comment fonctionne la publicité Facebook, quand se lancer et quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête avant de démarrer. 99% des personnes qui ont assisté à cette conférence ont répondu oui à la question « Recommanderez-vous ce webinaire ?» J'espère donc que la vidéo vous plaira et que si les 1% restants regardent cette vidéo, ils changeront d'avis. Je vous souhaite un bon visionnage. On va laisser la main donc à Étienne. Étienne, on t'écoute. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci beaucoup Alice, bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu me confirmes Alice qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Parfait. Eh bien, enchanté tout le monde. Je vois qu'il y a une centaine de personnes, donc c'est super cool de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Étienne. J'ai 30 ans depuis peu. Je suis un ancien de chez Google et chez Meta, chez qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Je suis actuellement du coup le CEO et fondateur de Rhodes. Donc, pour vous donner un petit peu d'historique, moi j'ai bossé donc chez Google et Meta en tant qu'account manager. Donc j'ai travaillé, j'ai accompagné un peu plus de 200 marques, donc entreprises, principalement e-commerce et retail, sur leur stratégie de publicité en ligne. Donc d'abord YouTube, Google et ensuite Facebook, Instagram. Et j'ai travaillé avec des entreprises qui vont de la start-up comme le Slip Français ou Bergamote que vous connaissez peut-être, jusqu'aux grands comptes, avec des acteurs comme Leroy Merlin, Decathlon qui habille Intermarché, entre autres. Après ça, du coup, j'ai créé une première agence de grosse marketing où on accompagnait des startups et des PME. Et depuis 5 mois, donc c'est tout récent, j'ai créé Rhodes, qui est une agence de social ads, donc la publicité sur les réseaux sociaux, spécialisée dans le e-commerce. Donc Rhodes, pour vous présenter en quelques mots, nous on a une agence donc de publicité sur les réseaux sociaux, un petit peu différente des autres, des agences classiques notamment, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on est en 100% télétravail, donc on s'est créé il y a 5 mois maintenant. Notre mission, elle est assez classique, donc c'est d'aider les marques e-commerce à faire croître leur activité avec de la publicité Facebook, Instagram, TikTok. Et pour ça, on a une expertise qui est triple. Donc évidemment, la gestion de campagne média, la production de créa, donc tout ce qui est visuel publicitaire, vidéo, image, et le troisième volet sur lequel on se forme assez régulièrement, c'est justement tout ce qui gravite autour du e-commerce, donc dont le webinaire d'aujourd'hui sera sur lequel le webinaire d'aujourd'hui sera porté principalement. Aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 25 marques sur leur stratégie de publicité. Vous avez quelques noms qui sont affichés à l'écran et principalement du e-commerce. Ce qui nous différencie vraiment des autres agences, c'est surtout notre mission. Donc, moi, au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises et la majorité des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé étaient, en fait, pour la plupart, insatisfaites de leur agence. Pour plein de raisons, mais assez peu de transparence, pas forcément de proactivité, des pratiques parfois un petit peu limites. Et je compte plus le nombre d'histoires ou de clients qui se sont fait avoir par des agences. Donc nous, en fait, on a créé Rhodes justement pour faire l'inverse. Donc notre ambition à notre échelle, évidemment, c'est de changer un peu l'image de la profession et surtout d'aider le niveau moyen des consultants ou des agences à se tirer vers le haut. Et pour ça, on met plusieurs choses en place, notamment on a un très très gros focus sur tout ce qui est satisfaction client. Donc c'est au cœur de notre stratégie, on la mesure tous les mois avec nos clients et dès qu'on a des retours qui sont négatifs, ou en tout cas qu'on peut améliorer, on travaille dessus. On a une stratégie de build in public aussi. Donc c'est un mot assez complexe, mais finalement pour quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on documente tout ce qu'on fait sur les réseaux, que ce soit nos chiffres, nos échecs, nos réussites, notre méthodologie,
Et ça a pour effet en fait plutôt vertueux qu'on ne peut pas se cacher, puisque si on fait n'importe quoi, on est obligé de rendre des comptes, et donc ça se saura. Et le dernier point, c'est la transmission. Donc on partage gratuitement énormément de ressources. On a une newsletter, une chaîne YouTube qu'on vient d'ouvrir, et l'idée c'est de pouvoir aider justement des entreprises, des entrepreneurs ou des étudiants ou agences ou autres à monter en compétences là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi on se parle? Nous, en fait, on a accompagné donc depuis qu'on existe une petite trentaine de marques e-commerce, enfin une petite trentaine de marques au global, et la majorité de notre portefeuille aujourd'hui est composé de e-commerçants. Donc, à force de travailler avec des marques e-commerce, on commence à pas mal comprendre les fondamentaux et les facteurs de réussite. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement vous partager l'essence de ce qu'on en retire. Tout ça condensé dans un webinaire. En moyenne, nos clients, ils dépensent, pour vous ayez un petit ordre d'idée, 1 million d'euros par an, donc au global, pas par client, sinon ça ferait beaucoup. Et pour les verticales sur lesquelles on travaille, donc on a un peu de tout. Ça va du parfum, cosmétique, mode, bijoux, déco, fitness, à la génération de leads, avec par exemple de l'infoprenariat, etc. Donc c'est assez varié, ce qui nous permet d'avoir aussi une vue plutôt complète de ce qui peut se faire en e-commerce. Nous, notre expertise, elle est triple. Donc, on a l'achat média d'un côté. Donc, l'achat média, c'est vraiment le fait de paramétrer des campagnes dans les plateformes publicitaires, Facebook, Instagram, TikTok notamment. La créa, donc on a un studio qui s'occupe de produire des visuels, vidéos, images, et toute une connaissance e-commerce pour justement conseiller nos clients au-delà de la publicité, puisqu'on va le voir, c'est un très très gros facteur de réussite. La publicité, c'est de l'apport de trafic, et en fait, tout ce qui fait que ça fonctionne, c'est ce qui gravite autour. Donc tout ça réuni, si c'est bien fait, c'est déjà un bon départ pour faire des ventes, même si on va le voir, c'est pas toujours aussi simple. Pour mieux situer la publicité, j'ai essayé de schématiser un petit peu les différents canaux de vente que peuvent avoir une marque D2C. Donc D2C, c'est Direct to Consumer, donc c'est une marque qui vend à ses clients en direct, sans passer par des intermédiaires. Et pour simplifier, il y a deux grands pôles. D'un côté, il y a la partie offline, avec notamment les ventes sur des magasins propres, donc avec son propre réseau de boutiques par exemple, le retail, donc tout ce qui est distribution, et là il y a plusieurs types de distribution, et il y a la distribution par exemple spécialisée, donc si on fait, je sais pas, des produits de bricolage, on peut aller vendre ces produits chez Leroy Merlin ou chez Bricomarché par exemple, et il y a de la distribution, donc par exemple pour les produits alimentaires, donc en grande surface alimentaire, GSA, qui est un peu plus généraliste. Côté online, il y a aussi deux branches qui sont assez similaires. Il y a le direct. Donc le direct, c'est tout ce qui se vend directement au client sur son site. Et il y a le e-retail. Alors il y a plein de noms pour, mais globalement, c'est la distribution en ligne. Et donc là, c'est pareil, c'est le même principe que de vendre en magasin à travers des distributeurs, c'est de vendre sur des plateformes qui sont spécialisées. Donc par exemple, si vous avez des produits de sport et que vous voulez vendre sur Decathlon a une fonctionnalité marketplace qui vous permet de vendre vos produits à leur clientèle. Voilà, nous on est spécialisé sur la partie directe. Donc tout ce qu'on fait, notamment la publicité, ça n'a pour but que de générer du trafic sur le site et donc de vendre directement aux clients sans passer par des intermédiaires. Peut-être pour compléter ici, en fait, il y a plusieurs stratégies possibles sur les canaux de vente en fait d'une marque direct to consumer, et ça dépend vraiment de la stratégie qu'on veut choisir et de quelle typologie de produit on a. Donc il y a par exemple les pure players. Les pure players, c'est ce qu'on va appeler pure players, c'est les personnes qui, en tout cas les entreprises qui vendent exclusivement en ligne, donc ils sont 100% digitales. Et il y a aussi des marques qui sont un peu plus diversifiées, donc qu'on appelle omnicanal, d'où le nom ici. Et ça, c'est des marques qui vendent et en ligne et en physique. En fait, il n'y a pas de bonne recette. Chaque canal a ses pour et ses contre. Par exemple, le retail, c'est une très bonne manière de mettre le pied à l'étrier et de faire des ventes et de générer du chiffre d'affaires rapidement. Par contre, la contrepartie, c'est que il y a moins de marge, parce qu'évidemment, le retailer prend sa commission, et on peut en devenir dépendant assez rapidement, et on n'a pas de contact direct avec le client. Donc ça, c'est un des effets négatifs. Et à côté, le online, par exemple, c'est plus rentable, mais il y a une plus grosse barrière à l'entrée, parce qu'évidemment, il faut construire toute sa marque, avoir une stratégie d'acquisition, marketing, etc. Nous, on est spécialisé, donc comme je vous disais, là-dessus, sur la partie directe, et on va rentrer un petit peu plus sur ce pan-là du e-commerce. Donc,
Comment fonctionne le e-commerce? Bah, il y a une équation qu'on utilise beaucoup pour expliquer ça à nos clients assez simplement, c'est l'équation de croissance, qui je trouve résume plutôt bien la chose. Donc en fait, c'est trafic fois conversion fois lifetime value est égal à chiffre d'affaires. Donc le trafic, c'est on envoie du trafic qualifié sur le site web. Conversion, c'est donc une partie de ce trafic converti, donc c'est-à-dire passe à l'action et devient acheteur. Et lifetime value, donc un client qui a acheté une première fois revient acheter plusieurs fois et donc augmente la valeur, sa valeur du coup sur plusieurs mois, années, ça dépend comment on calcule. Et donc l'importance en fait, c'est d'optimiser chacun de ces éléments pour aller générer évidemment du chiffre d'affaires, mais aussi être rentable. On va le voir. Dans le trafic, il y a plusieurs sources de trafic possibles. Donc, la publicité en est une, mais c'est pas la seule, il y en a plein d'autres, on va le voir. Et nous, notre métier, donc, c'est d'apporter une brique justement de trafic sur le site, donc de la publicité payante avec de la gestion de campagne et de la créa. Mais en fait, on ne peut pas se cantonner à juste cet élément-là. On est obligé de bien comprendre en fait tout ce qui gravite autour, puisque en fait chaque élément de cette équation-là influence énormément les résultats d'une campagne publicitaire et globalement les résultats des ventes e-commerce. Et donc, par exemple, dans le trafic, on a la publicité payante qui est une source parmi d'autres de trafic, mais il peut y avoir, par exemple, des programmes d'affiliation, la publicité payante sur Google, donc avec notamment les mots-clés, tout ce qui est réseaux sociaux organiques, donc en postant directement sur TikTok, Instagram ou autre, et le référencement naturel qu'on appelle SEO, donc c'est le fait d'arriver à remonter dans les résultats de recherche Google sans payer pour. Donc, comme vous voyez, la pub, c'est une brique en fait du bloc trafic, mais c'est pas la majorité et je vais le détailler un peu plus. Sur la partie conversion, donc conversion, c'est le fait qu'un visiteur devienne client. Donc, l'idée, c'est de construire son site de manière à ce qu'il incite l'utilisateur à passer à l'action. Parce que si on apporte du trafic, mais que le site n'est pas converti, n'est pas optimisé, et ben en fait, on va dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Pour ça, il y a plein de méthodes. Il y a même une discipline dont l'objectif premier est de faire exclusivement ça s'appelle le CRO, donc Conversion Rate Optimization. Mais il y a pas mal d'éléments qui reviennent, notamment tout ce qui touche aux avis clients. Donc les avis clients, c'est avoir des bonnes notes sur les 5 étoiles qui sont sous vos produits, mais c'est aussi avoir un nombre d'avis suffisamment conséquent pour que ça donne, en fait, ça lève les barrières, et notamment la peur qu'on peut avoir quand on est le premier à acheter un produit. Ça, ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est très fort en publicité et notamment en conversion sur site. Super important. Donc, si vous avez un site et vous vendez des produits, dès le début, pensez à récolter les avis parce que c'est vraiment une mine d'or et en plus ça vous permet d'aller trouver des informations sur ce qui marche, en tout cas ce qui plaît à vos clients et ou alors les points d'insatisfaction sur lesquels vous pouvez travailler en temps d'eux. Il y a d'autres éléments qui viennent influencer cette conversion, le copywriting, donc évidemment il y a un monde entre juste décrire ces produits et les vendre et les marketer un peu différemment. Et pour ça, il y a un exemple assez parlant, c'est la différence entre les caractéristiques et les bénéfices. Les caractéristiques, c'est en fait, c'est vraiment ce qui est inhérent à votre produit. Donc, par exemple, si vous vendez des chaussures de sport, vous pouvez avoir une semelle faite, je sais pas, à 70% en résine je dis n'importe quoi, mais en résine de chanvre, par exemple. Et du coup, ça, c'est une caractéristique. Mais l'utilisateur, quand lui, il arrive et qu'il voit cette caractéristique, il ne peut pas se projeter parce qu'il ne sait pas ce que ça implique. Et le bénéfice, justement, c'est ce qui découle de cette caractéristique. Et donc, pour le client, ça pourrait être, en fait, ces chaussures, vu qu'elles sont construites à 70% avec de la résine de chanvre, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, en fait, elles tiennent 2 à 3 fois plus que des chaussures moyennes. Ça, c'est un bénéfice pour le client. Et typiquement, ce type de petits éléments de wording qu'on va changer dans la construction de ses publicités et aussi de son site, ça va jouer énormément sur le taux de conversion parce que ça va rassurer l'utilisateur et surtout, ça va lui donner envie d'aller plus loin. Un autre point, c'est le produit. Donc, le marketing, c'est vraiment, notamment la publicité, c'est une manière de faire connaître son produit. Mais si on a un produit qui n'est pas qualitatif et qui ne donne pas envie à l'utilisateur d'acheter, en fait, ça ne marchera pas. Donc, le point numéro 1, c'est vraiment d'avoir un produit qui lui-même donne envie d'acheter. Et pour ça, plus le produit résout un problème, plus il y a de chances que les personnes passent à l'action. Et le dernier point, c'est la lifetime value. Donc, lifetime value, c'est une fois que mon client a acheté une première fois, est-ce qu'il revient?
Et donc pour ça, il y a évidemment ce qui est inhérent au produit. Est-ce que le produit implique par exemple de l'achat récurrent? Donc si on prend une crème pour le visage, on sait que ça a une durée de vie limitée. Au bout d'un moment, on a épuisé son tube de 50 millilitres, il faut qu'on rachète. Donc par exemple, ce que font très bien Horace, que vous connaissez peut-être, qui est un acteur assez connu de la cosmétique, masculine notamment, ils ont un système d'emailing où ils savent plus ou moins estimer combien de temps dure une crème sur une base d'utilisation quotidienne, et ce qui fait qu'au bout de 2 ou 3 mois, ils viennent vous proposer de racheter en fait la même crème si vous en êtes satisfait, et donc ça pousse justement le réachat et donc la lifetime value, et ça augmente en fait la valeur de vie d'un client. Ça c'est super important parce que plus vos clients rachètent, moins vous aurez à payer pour faire des ventes. Parce que vous allez payer par exemple en publicité pour faire la première vente, mais si derrière vous avez un système et une mécanique d'emailing ou un programme de fidélité, ou alors un produit qui induit un rachat régulier, ou alors même des systèmes de facturation comme l'abonnement dont on parle un petit peu en France, donc abonnement e-commerce, ça se fait de plus en plus, et ça va du coup réduire, ça va réduire les coûts d'acquisition parce que vous n'aurez pas à payer à chaque fois pour faire une nouvelle vente. Au contraire, vous aurez à payer une seule fois et derrière les ventes se feront toutes seules. Voilà, donc c'est assez dense, hein, il y a pas mal de choses à maîtriser là-dessus, mais tout ça pour mettre en contexte le fait que la publicité n'est qu'une composante de toute l'équation qui permet de faire de la croissance sur du e-commerce. Alors, aujourd'hui, je vais vous détailler un petit peu, donc pour faire un focus sur nous, notre expertise, qui est évidemment la publicité Facebook et TikTok, donc sur les réseaux sociaux. Là, on va faire un focus sur Facebook, et du coup, je vais vous parler de quelques points pour vous aider à appréhender un peu comment ça fonctionne. Le premier point, c'est quand démarrer la publicité. Donc, on va voir que c'est pas toujours si évident que ça. Le deuxième point, c'est comprendre la publicité méta. Donc, je vais repasser sur les basiques et les fondamentaux de comment ça fonctionne. Troisième point, c'est premier pas. Donc là, je vais vous partager un petit peu de méthodologie sur comment on aborde la chose, nous, quand on lance un compte ou qu'on crée des premières campagnes. Et quatrième point, c'est quelques bonnes pratiques que nous, on applique au quotidien et qui peut-être pour vous aider si vous envisagez de lancer des pubs. Le premier point, c'est quand démarrer la publicité. Il y a une slide, en tout cas, je ne sais pas si c'est une citation, mais je trouve que ça résume plutôt bien la chose. Le meilleur moment pour démarrer la publicité, c'est quand on n'en a pas besoin pour vendre. En fait, le premier réflexe qu'on a quand on lance un produit, c'est de se dire il me faut des clients. Donc on a son site web, on a ce produit, on se dit maintenant il faut des clients. Et le raisonnement mécanique, c'est de se dire je vais faire de la publicité. Et souvent c'est une erreur, parce que la publicité, ça vient plutôt en dernier. La publicité, c'est vraiment, faut le voir un peu comme un accélérateur de vente. Donc c'est là pour faire amplifier quelque chose qui fonctionne déjà, mais c'est pas là pour se substituer en fait à des ventes qui n'existent pas. Donc la publicité, nous on conseille de le faire en dernier, et en fait plus on a déjà de traction, donc plus on arrive à vendre sans payer, plus les indicateurs sont ouverts pour faire la publicité. C'est un peu contre-intuitif, hein, on aurait tendance à se dire si je mets 1 € maintenant, je vais faire des ventes. On peut servir de la publicité pour tester son marché, etc. Mais il y a une probabilité que ça réussisse qui est beaucoup plus faible, pour la simple et bonne raison que en fait, quand on n'a pas encore fait de vente, comme on l'a vu avant, il y a plein de facteurs qui influencent la réussite ou non d'une campagne. Et du coup, le risque, c'est que si on investit trop tôt, on dépense de l'argent pour se rendre compte en fait au fur et à mesure qu'il y a plein de choses à optimiser. Et donc du coup, en attendant, le compteur tourne, on dépense de l'argent, on n'est pas rentable, et du coup, ça fait que beaucoup de commerçants et de e-commerçants ont des mauvaises expériences avec la publicité Facebook. Donc la pub, ça vient à la fin, et je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Depuis qu'on a créé l'entreprise, et même avant dans mes précédentes expériences, j'ai échangé avec plusieurs centaines de e-commerçants, de dirigeants de e-commerçants, et même s'il n'y a pas de règle générale, on commence à déceler en fait des facteurs de clés de succès. Donc on a eu des marques qui se lançaient, on a eu des marques qui étaient très très établies, avec lesquelles on a travaillé, et en fait ce qu'on observe, c'est que les 4 points que vous voyez à l'écran souvent reviennent comme étant des indicateurs qui en tout cas sont
aide et améliore les chances de réussite sur la pub. Donc le premier, c'est la communauté engagée. Une communauté engagée, ça veut dire plein de choses, mais c'est surtout avoir notamment sur les réseaux sociaux en fait des personnes qui sont qui aiment votre marque, qui sont vraiment presque ambassadeurs et qui vous suivent pas juste parce que vous faites des produits qui sont jolis ou parce qu'ils aiment bien votre communication, mais qui se reconnaissent dans les valeurs, qui ont envie d'interagir, qui commentent, qui partagent. Et en fait, cette communauté, elle est vraiment très importante parce que c'est elle qui vous permettra d'avoir vos premiers retours clients. Donc de retour produit, savoir si les produits leur plaisent ou non. Ça permettra de les sonder si vous voulez lancer par exemple un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité. Donc vous aurez du retour terrain avant d'engager des frais pour en recherche et développement par exemple, en production. Et surtout, ça vous permettra de faire vos premières ventes et donc de tester tous les autres éléments qu'on a vu dans l'équation, notamment le taux de conversion, la rétention, etc. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Toutes les marques qu'on accompagnait qui ont réussi avaient déjà une communauté engagée autour de la marque. Donc il n'y a pas vraiment de nombre de followers à avoir sur les réseaux, même si on observe que Instagram, c'est là où c'est le plus dur. Et quand on a quelques milliers d'abonnés, c'est déjà c'est déjà une base qui est assez solide. Le deuxième point, c'est le panier moyen. Le panier moyen, alors ça varie énormément en fonction de l'activité. Si on vend par exemple des porte-clés, on ne sera pas au même panier moyen que si on vend des tables en marbre de luxe, c'est certain. Mais pourquoi en fait ce seuil de 50 €? Pour la simple et bonne raison que quand on fait de la publicité, il y a des coûts qui sont incompressibles, qui sont liés à Facebook et au coût de diffusion. Je vous détaillerai tout ça juste après aussi. Et donc du coup, plus on a un panier moyen élevé, plus on va pouvoir se permettre de financer en fait de l'acquisition avec de la publicité. Par exemple, si on a un panier moyen à 20 €, si on décompose derrière la structure de coûts, donc il y a les coûts de production, il y a les coûts de livraison, les coûts d'expédition, donc ça c'est tout ce qui est coût variable. Il y a aussi les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Et derrière, il y a la marge qu'on veut dégager pour pouvoir investir, pouvoir se payer, etc. Et en fait, si on enlève tout ça sur un panier moyen à 20 €, ça nous laisse que quelques euros pour faire de la publicité. Et quelques euros pour faire de la publicité, pour acquérir un nouveau client, c'est quasiment impossible. Donc, un facteur clé, c'est vraiment d'avoir un panier moyen le plus haut possible. Et pour ça, il y a plein de méthodes. Ça peut être déjà d'avoir des produits. Si vos produits par essence ne coûtent pas très cher, vous pouvez faire des bundles, donc c'est-à-dire des kits de plusieurs produits. Vous pouvez faire aussi, il y a un truc qui marche très bien, c'est mettre le bandeau en haut de votre site avec livraison gratuite à partir de, et là vous mettez par exemple 50 €. Vous pouvez utiliser il y a pas mal de fonctionnalités de paiement en plusieurs fois que vous pouvez mettre sur votre site pour, par exemple, si vous vendez des produits un peu plus chers, vous pouvez proposer de payer en 2, 3 ou 4 fois. Donc ça aide à augmenter le panier moyen. Il y a plein de petites techniques comme ça. En tout cas, plus votre panier moyen est au-dessus de cette barre un peu psychologique des 50 €, plus vous augmentez vos chances de réussite. Le troisième point, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, on l'a vu tout à l'heure, c'est en fait le nombre de personnes qui visitent votre site, donc qui arrivent depuis de la publicité, depuis les réseaux sociaux ou autres, peu importe. Sur ce nombre de personnes-là, combien, en pourcentage, passent à l'action et donc achètent vos produits. Et ça, du coup, on observe que, encore une fois, ça dépend des industries. Plus on a un panier moyen élevé, plus ce sera compliqué de faire monter ce taux, puisque quand on achète une montre à 25 000 €, bon, c'est assez rare de vendre des montres en ligne à 25 000 €, mais quand on achète, je sais pas, du matériel de musique professionnel qui vaut 3 000 à 4 000 €, on y réfléchit un peu avant de passer à l'action en ligne, et parfois on a même envie de parler à un conseiller, etc. En tout cas, pour la majorité, les 80-90% des e-commerçants, cette barre des 2%, elle est assez importante. Et donc, il faut travailler sur tous les éléments que je vous ai présentés juste avant pour s'approcher de ça. Si vous utilisez par exemple des sites comme Shopify ou autres, c'est assez bien fait. Vous avez un outil analytique sur lequel vous voyez en live vos taux de conversion, l'évolution d'une période à l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très très près, parce que ça joue énormément. Je vous donne un exemple. Si vous investissez 100 000 € en publicité avec un taux de conversion à 1%, et en fait, en le passant à 2%, vous pouvez diviser votre budget par 2, donc passer à 50 000 € d'investissement, vous ferez le même nombre de ventes. C'est aussi mathématique que ça. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ça avant d'investir de la pub, parce que ça optimisera du coup la rentabilité des investissements. Le dernier point, c'est le réachat. Donc le réachat, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait que vos clients achètent vos produits plusieurs fois après un premier achat.
Et donc ça, ce qu'on observe, c'est que tout ce qui est au-dessus des 25-30%, c'est souvent synonyme d'un e-commerce sain, dans lequel on arrive à en fait avoir ce qu'on appelle du repeat, donc des acheteurs qui reviennent plusieurs fois. Et surtout, ça permet encore une fois d'alléger, on va le voir après dans le calcul du coût des budgets d'acquisition, ça permet d'être un peu plus large sur le montant qu'on peut mettre en publicité. Parce que si en fait vous avez 0% de réachat et que vous avez par exemple un panier moyen à 50 €, ça veut dire que pour chaque vente, vous allez devoir payer, ou en tout cas vous allez devoir générer des nouveaux clients. Et donc du coup, votre calcul de coût par acquisition et donc de budget marketing va se faire sur la base d'une vente. Par contre, si vous avez 50 € de panier moyen, mais que derrière vous avez en moyenne sur une année deux fois que la personne réachète 2 fois, vous aurez par exemple 50 plus 50 plus 50, donc 150 €. Et là, c'est pas la même base. Donc vous pouvez peut-être vous permettre de. Donc après, il y a des questions de trésorerie évidemment, mais vous pouvez vous permettre de payer un petit peu plus en acquisition de nouveaux clients, donc en publicité notamment Facebook, parce que vous savez que derrière, en fait, votre mécanique est bien huilée et que, in fine, vous serez quand même rentable. Voilà, donc ça, c'est 4 points à garder en tête qui sont vraiment importants et surtout déterminants dans la réussite d'une campagne de pub. Comme vous voyez, au final, on ne parle pas encore de publicité, hein, comme quoi il y a énormément de choses qui sont en amont avant même de pouvoir lancer la publicité. Voilà. Notre conseil, donc ce qu'on observe sur base de ce qu'on vient de se dire, c'est que un bon cap à avoir en tête, c'est d'atteindre 20 à 30 000 € de chiffre d'affaires par mois sur son site, donc de vente en direct, hein, pas à travers des marketplaces ou autres, avant de se lancer en publicité. C'est pas une règle générale. On a des comptes et des clients qui se sont lancés et qui faisaient pas 5 ou 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, à prendre avec toutes les pincettes que ça implique. Mais ce qu'on observe, c'est qu'une marque qui a déjà atteint ce cap, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu besoin en fait de la pub pour vendre. Et surtout, donc il y a des minimums à mettre en publicité, hein, même si on peut commencer avec en théorie 1 € par jour. Nous, on recommande plutôt de commencer avec 2-3 000 € par mois minimum. Ça va assez vite, hein, quand on fait, si on met 2-3 000 € plus des frais d'agence, si vous passez par une agence ou un freelance pour vous aider sur vos campagnes, plus la créa, en fait, on se retrouve vite, même avec 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, à 25% de son chiffre d'affaires qui passe dans la pub. Et plus ce ratio d'investissement publicitaire sur chiffre d'affaires est élevé, plus c'est dangereux pour votre business et plus vous en êtes dépendant, etc. Donc, cet indicateur-là, il est plutôt précis. En tout cas, nous, c'est la barrière un peu psychologique qu'on se fixe. Et pour atteindre, donc évidemment, la question, c'est comment on fait pour atteindre ce chiffre d'affaires. Eh ben, c'est pas facile. il y a plein de mécaniques. Déjà, ça prend du temps. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de raccourci, sauf sur des business type dropshipping ou autre, où là, c'est des stratégies complètement différentes. Mais sur vraiment la construction d'une marque dont l'objectif est d'être pérenne et de vivre sur le long terme, il faut juste construire en fait toutes les premières briques les unes après les autres. Et donc je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on peut faire, pour faire pour faire beaucoup de visibilité. On peut publier régulièrement sur les réseaux sociaux. La vidéo en ce moment ça marche très très bien sur TikTok, sur Reels. Les algorithmes sont faits et pensés de manière à ce que on puisse diffuser au-delà de sa communauté. Donc même si vous avez 50 abonnés sur Instagram, vous pouvez avoir une vidéo qui fait 300 000 vues. Alors, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, il faut poster régulièrement et peut-être qu'au bout de, je sais pas, la 70e vidéo, vous aurez une vidéo qui buzz, mais c'est une manière de se faire connaître. LinkedIn, qui est aussi un canal qui n'est pas forcément intuitif sur la partie de direct to consumer, donc B2C, mais qui marche plutôt bien. On voit de plus en plus de dirigeants de marques e-commerce poster régulièrement sur leur aventure, sur documenter un peu ce qui se passe, sur leur projet, etc. Et en fait, il y en a qui ont été assez précurseurs sur le sujet. Je pense à Justine Hutto de Respire, entre autres. Et ça permet d'aller toucher déjà de la clientèle indirectement, donc qui peuvent être vos clients finaux, donc en B2C, mais ça peut aussi vous permettre, vu que LinkedIn c'est un réseau professionnel, d'aller toucher des personnes qui sont dans votre cible B2B. Donc si vous voulez faire de la distribution retail, etc. Donc ça c'est quelque chose à avoir en tête.
Il y a tout ce qui touche à l'emailing, donc avec des newsletters et l'automatisation d'email. Plus vous pouvez le faire tôt, mieux c'est. Il y a plein de tutoriels en ligne, il y a des gens qui font ça très bien, donc ça, vous pouvez trouver des ressources en ligne également. Programme de parrainage, c'est une manière de faire de l'acquisition détournée assez simple. Si vous avez quelques clients, proposez-leur de parrainer des personnes et en échange, donnez-leur par exemple 10 € ou 20% sur la première commande. Et en fait, d'eux-mêmes, ils vont aller chercher de nouveaux clients, qui eux-mêmes vont chercher de nouveaux clients, et c'est une manière assez facilement de grossir sa base d'audience. Donc ça ne vous fera pas trouver vos premiers clients, par contre, ça vous aidera à propager un peu votre base client. Le panier moyen, donc ça c'est super important, plus vous augmentez le panier moyen et moins vous aurez besoin de faire de ventes pour atteindre ce cap-là. Donc avec les bundles, les offres, la livraison offerte dont je vous parlais tout à l'heure. La micro-influence, alors tout le monde n'est pas forcément fan de cette méthode-là, mais c'est une manière assez intéressante d'aller, et pas forcément trop cher non plus, d'aller toucher son audience. Micro-influence, c'est vraiment aller prendre des influenceurs, c'est pas le terme, mais des créateurs de contenu qui ont une petite audience, donc quelques milliers de personnes généralement, mais qui est très qualifiée par rapport à ce que vous faites. Si par exemple vous vendez, encore une fois, je prends l'exemple des chaussures de sport, et il y a des personnes qui postent régulièrement sur Insta et qui font des courses, des marathons, etc. et qui ont 4-5 000 abonnés, donc c'est pas des très grosses bases. Vous pouvez soit les contacter en disant je vous propose de vous envoyer des produits et je vous paye X € pour faire un post, ou alors même tester tout simplement le gifting. Donc c'est envoyer vos produits à quelques influenceurs bien ciblés, et s'ils aiment bien le produit, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y en ait un ou une sur 10 qui en fasse un post. Et ça, en fait, ça va rabattre son audience vers votre site et potentiellement faire vos premières ventes. Voilà, donc ça c'est une manière d'aller faire aussi quelques ventes. Il y a tout ce qui touche au SEO. Donc SEO, c'est référencement organique, donc c'est-à-dire référencement naturel sur Google, pour apparaître dans les premiers résultats de recherche sans payer. Moi, je suis pas du tout un expert du SEO, donc je ne vous donnerai pas de conseils techniques, mais il y a notamment les stratégies de blog qui fonctionnent. Vous pouvez aussi optimiser toutes vos pages produits pour que vous remontiez sur des mots-clés quand on vous recherche sur par exemple des caractéristiques un peu techniques. Tout ce qui est long tail aussi, donc c'est tous les mots-clés qui sont un peu niches, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de personnes positionnées. Ça, c'est une manière d'aller faire du trafic. Et voilà. Après, il y a le taux de conversion, donc on en parlait tout à l'heure, l'ajout au panier, le paiement initié, les achats. Donc l'idée, c'est d'optimiser chacune de ces étapes. L'avantage, c'est que vous pouvez assez facilement, avec des outils gratuits comme Google Analytics ou même directement sur le back-end de Shopify, mesurer en fait le taux de passage entre chacune de ces étapes. Donc si on prend vraiment les étapes, c'est visite de votre site, ensuite c'est ajout au panier, paiement et achat. Et il y a des ratios en fait entre chacune de ces étapes. Et si vous voyez par exemple que vous avez plein d'ajouts au panier mais que derrière vous n'avez aucune vente, c'est qu'il y a peut-être un truc qui bloque entre ces deux étapes. Et donc là, focalisez sur ça pour justement sur les futures personnes qui viendront sur votre site, ne pas avoir ce même drop. Et donc un bon ratio par exemple entre ajout au panier et achat, ce serait par exemple 1 à 3 ou 1 à 4. Donc pour un ajout au panier, pour 4 ajouts au panier, une vente, ou pour 3 ajouts au panier, une vente. Les avis clients, donc pareil, essayez d'en récolter dès que possible, parce que ça aide énormément. Les témoignages vidéo, si vous avez l'occasion, ça vous pouvez réutiliser en publicité, ça marche très bien, et surtout vous pouvez mettre sur votre site, et les gens aiment bien voir d'autres personnes qui leur ressemblent parler d'un produit. Donc j'avais entendu une marque qui mettait qui envoyait dans ses colis, mettait un petit flyer en disant si vous nous envoyez une petite vidéo à ce mail-là, on vous fait moins 20% sur la prochaine commande. Et du coup, comme ça, ils récoltaient énormément de vidéos qu'ils pouvaient réutiliser derrière pour publier sur les réseaux sociaux, pour en faire des montages, pour en faire de la pub. Et il n'y a rien de plus puissant que, c'est encore de la preuve sociale, que le témoignage d'un client satisfait pour un produit, pour en vendre à d'autres clients. Voilà, les autres points, ils sont assez évidents, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ça vous donne quelques astuces, en tout cas, ou quelques lignes directrices pour atteindre ce cap des 20-30 000 € par mois. Si on avance un peu dans le cœur du sujet, c'est donc la publicité méta. Donc la publicité méta, c'est un peu une nébuleuse quand on ne connaît pas forcément, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc je vais essayer de simplifier un peu tout ça. Donc déjà méta, c'est la maison mère. Donc c'est l'entreprise c'est le nom de la holding en fait qui se cache derrière toutes les applications qu'on connaît. Donc il y a Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Il y a aussi d'autres applications, d'autres produits notamment, mais qui sont un peu moins connus, comme Oculus sur les casques de réalité virtuelle, et aussi
Workplace, qui est un outil de communication interne pour les entreprises, qui peut fonctionner comme un intranet. Mais si on se focalise sur les apps que tout le monde utilise, ce qu'ils appellent la Family of Apps chez Facebook, c'est les 4 applications que vous voyez à l'écran. Ces applications-là, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont très très largement utilisées par la population française. Vous pouvez voir sur Facebook, il y a 48 millions de personnes qui visitent au moins une fois par mois Facebook, c'est énorme. Instagram, c'est 34,6 millions, WhatsApp, 38,6, Messenger, 32,7. Donc, la publicité sur WhatsApp Messenger, c'est pas quelque chose qui est disponible, ou en tout cas très très peu, donc je vous recommande pas. Par contre, rien que là-dessus, et en fait, vous avez déjà la possibilité de toucher quasiment 2 Français sur 3 pour leur diffuser vos produits. Donc c'est pour leur faire connaître vos produits. Donc c'est vraiment, malgré tout ce qu'on peut entendre ou autre, Facebook c'est mort, Facebook c'est pour les vieux, Instagram c'est plus que c'était, etc. Ça reste un canal, le canal numéro 1 pour faire découvrir vos produits, largement devant TikTok, largement devant Pinterest, largement devant même Google, parce que Google est un peu différent. On va pas faire découvrir, on va plutôt répondre à une intention. Quelqu'un va rechercher un mot-clé et on va se positionner au moment de la recherche. Donc c'est pas pareil. Voilà. Et évidemment, donc qui dit beaucoup d'utilisateurs dit opportunité de présenter ses produits. Et donc Meta en fait a mis en place de la publicité assez rapidement qui fonctionne sur un système d'enchères. Donc en gros, pour vous simplifier la compréhension, parce que ça sert à rien d'aller trop dans le détail, d'un côté il y a Meta qui dispose d'un inventaire publicitaire. Ils ont toutes les 4 ou 5 publications sur Instagram par exemple, il y a un encart sur lequel vous pouvez diffuser votre publicité, et de l'autre côté, il y a des annonceurs, comme vous par exemple, ou des entreprises qui veulent diffuser de la pub. Et en gros, pour décider de qui aura le droit de diffuser sa publicité, en fait, ça fonctionne sous un système d'enchères. Donc, chaque entreprise va enchérir. Donc, c'est ce que vous voyez le bid, hein, je ne rentre pas dans la technique, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, votre pub elle va être passée sous certains indicateurs pour mesurer si oui ou non elle remporte l'enchère. Et donc, il y a la qualité de l'annonce et il y a notamment le taux d'action, donc le taux de conversion estimé après que la personne ait cliqué sur l'annonce. Et tout ça fait que vous gagnez ou non l'enchère et donc vous pouvez diffuser à tel ou tel endroit. Ça, c'est le fonctionnement assez classique. Mais en réalité, pour simplifier la chose, si vous payez et que vous mettez de l'argent et que vos pubs sont bien faites, vous allez pouvoir diffuser largement suffisamment auprès d'une audience que vous souhaitez toucher. Toute cette partie publicité, ça se fait donc pas, donc ça se fait dans une plateforme qui a été construite pour ça. Et je vais essayer de vous expliquer assez rapidement comment ça fonctionne. Donc il y a 2 plateformes à avoir en tête, c'est le Business Manager et ensuite il y a le Ads Manager. Donc le Business Manager, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un gros conteneur dont vous voyez le menu à l'écran et qui contient plein de petites briques qui sont liées de près ou de loin à Meta. Donc vous pouvez par exemple ajouter des personnes. Donc là, moi c'est celui de l'agence, vous voyez, donc là j'ai masqué les noms, mais c'est toutes les personnes de mon équipe. Et en fait, vous pouvez leur donner des accès, vous pouvez ajouter des partenaires si vous travaillez avec des agences externes, etc. Et en fait, dedans, vous pouvez venir lier tout ce qui vous appartient et qui vous permet de gérer votre activité sur Facebook, Instagram ou autre. Donc, vous pouvez mettre votre page Facebook, votre compte publicitaire, vous pouvez mettre des applications si vous en avez, le compte Instagram, WhatsApp, etc. Et tout ça, ça va vous permettre, en fait, c'est un peu une sorte de centre de contrôle, de tour de contrôle, depuis laquelle vous allez pouvoir distribuer des accès et bien gérer un peu tout ce que vous détenez qui appartient, qui est lié à Facebook. Ensuite, il y a le gestionnaire de publicité. Donc ça, c'est la plateforme. Donc c'est une des briques du Business Manager. Donc, on peut appeler aussi Ads Manager. Et c'est là où on va paramétrer ses campagnes. Donc là-dedans, on a, il y a plein de choses, mais pour simplifier la compréhension, il y a 3 niveaux. Donc il y a les campagnes. Les campagnes, c'est l'objectif. Donc si vous voulez faire des ventes, ce sera une campagne de vente. Si vous voulez faire de la notoriété, ce sera une campagne de notoriété. Il y a l'ensemble de publicité. L'ensemble de publicité, c'est au sein d'une campagne. Ça fonctionne un peu comme des poupées russes. Au sein d'une campagne, donc quel ciblage je veux avoir. Donc on va avoir par exemple les femmes de 25 à 40 ans ou alors les hommes de 18 à 25 et tu peux ajouter notamment des centres d'intérêt, de la localisation géographique, etc. Il y a plein de fonctionnalités. Et les publicités, donc c'est le 3e niveau, c'est pour chaque ciblage, vous pouvez diffuser plusieurs publicités. Et donc là, vous avez des images, des vidéos, ça dépend de ce que vous produisez. Dernier point important qui fait partie des notions fondamentales, c'est le pixel. La publicité, surtout en e-commerce, l'objectif c'est de vendre. Donc pour vendre, il faut mesurer ce qu'on fait, et donc pour mesurer ce qu'on fait, il faut pouvoir traquer la donnée. Et donc
pour ça, on a un petit truc qui s'appelle le pixel, qui est un bout de code en fait que vous mettez sur votre site et qui va fonctionner un peu comme une sorte d'espion et qui va en fait mesurer tout ce qui se passe sur votre site. Donc toutes les personnes qui viennent, combien de temps ils restent, quels produits ils ajoutent au panier, qu'est-ce qu'ils regardent, où est-ce qu'ils cliquent, etc. Et tout ça, c'est de la donnée que vous allez pouvoir renvoyer via le pixel donc à Meta, donc sur le gestionnaire de publicité, et vous en servir par exemple pour créer des publicités et recibler les personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. Donc ça, c'est numéro 1 à mettre en place avant de lancer des campagnes, le pixel. Et après, il y a d'autres manières de mesurer un peu plus avancées comme l'API de conversion, mais je ne vais pas rentrer dedans dans le sujet aujourd'hui parce que c'est un peu technique. Premier pas. Donc, si on commence, donc admettons que tout est prêt, le business tourne bien, on veut se lancer en publicité, on a déjà fait les paramétrages, on a un pixel, tout est clean, on se lance. Donc, la première étape en publicité, c'est de définir, c'est ça qui va faire foi quand on fait de la publicité avec objectif de vente, c'est définir un objectif de coût par résultat. Ou si on utilisait le jargon, c'est coût par acquisition, donc CPA cible. Et en fait, la formule, elle est assez simple. Pour un e-commerce, en gros, vous prenez votre panier moyen, donc disons par exemple 100 euros, vous ajoutez le réachat à 60 jours, donc c'est-à-dire sur les 60 jours qui suivent le premier achat, quel est en moyenne le chiffre d'affaires supplémentaire qui est généré par un client, donc par exemple 30 euros. Ça vous donne en fait la lifetime value à 60 jours. Donc vous avez par exemple là 100 plus 30 égale 130 euros. Et donc de ça, vous retirez donc deux choses. Un, les COGS, donc c'est les cost of goods sold en anglais, donc c'est en gros les coûts de production, livraison, expédition, donc tout ce qui est lié, c'est les coûts variables, tout ce qui est lié en fait à la vente d'un produit. Et vous retirez également donc votre objectif de marge brute. Et donc si on prend par exemple les 130 euros et qu'on enlève disons 20% de coûts de production, livraison, etc., ça fait 26 euros en moins. Et si vous enlevez, du coup, admettons que vous voulez garder 60% de marge brute parce que c'est comme ça que vous pourrez piloter votre business, et ben vous enlevez encore, du coup, 26 x 3, 78 euros, ce qui fait que ça vous laisse en gros 20% du total en coût par acquisition. Et donc ça, CPA cible, donc coût par acquisition égale 26 euros. En gros, ce coût par acquisition, c'est le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour une vente. Parce qu'au-dessus de 26 euros, vous savez que dans votre calcul, si votre vente vous coûte par exemple 35 euros, et ben en fait ça va rogner sur votre marge. Donc ça, c'est ça qui va vous permettre de piloter tous vos investissements publicitaires et de savoir si oui ou non vous êtes rentable en publicité Facebook. Il y a une règle assez connue qui s'appelle la règle des 4 quarts et qui en gros explique que un chiffre d'affaires d'un e-commerce en bonne santé doit se décomposer de la manière suivante. Donc c'est 25% de marge net, 25% de coûts donc OPEX, donc c'est tout ce qui est coût de fonctionnement, donc bureau, salaire, etc. Et 50% de coûts variables qui eux-mêmes sont sous-divisés en coûts d'acquisition 25% et donc 25% de coûts de livraison. C'est pas une règle générale, mais pour un business e-commerce déjà très très bien établi, si vous suivez ça, donc en gros ça veut dire ne pas dépasser plus d'un quart de son chiffre d'affaires, un cinquième, un quart généralement de son chiffre d'affaires en coût d'acquisition, donc en coût de publicité, marketing, tout canaux publicitaires confondus. En théorie, c'est déjà pas mal, ça veut dire que le reste n'est pas trop impacté. Une fois qu'on a son budget, son coût par acquisition cible, l'objectif c'est de définir le budget. Donc le budget, il faut d'abord définir son objectif de nouveaux clients. Parce qu'en fait, on parle d'acquisition, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, l'objectif de Facebook, c'est aller faire découvrir ses produits, et donc on va aller à de nouvelles personnes, donc chercher des nouveaux clients. Et là, pour ça, on va d'abord fixer un objectif annuel. Donc, on va se dire, moi, cette année, dans mon business plan, je veux faire, je sais pas, X millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc je veux 10 000 nouveaux clients. Et ensuite, on va le répartir mensuellement. Donc, pour le répartir mensuellement, il y a plusieurs méthodes, mais l'idée, c'est d'être assez réaliste sur le fait qu'au début, on n'aura pas tout de suite beaucoup de clients et qu'en fait, ça peut augmenter de manière assez exponentielle si ça se passe bien. Donc là, par exemple, c'est une répartition qui a été faite en prenant en compte, je crois qu'on est sur plus 20% de clients par mois avec un début et avec une concentration sur Q4 qui est mois très très fort, donc octobre, novembre, décembre avec Black Friday, Noël pour les e-commerçants. Et ensuite, une fois que vous avez ça, c'est assez simple, vous pouvez déduire votre budget publicitaire. Donc d'abord mensuel, donc vous multipliez donc votre coût par acquisition cible, donc CPA cible qu'on a défini juste avant en point 1, par le nombre de nouveaux clients. Et donc par exemple 253 x 26, ça vous fait fois 26, ça vous fait 6 569 euros de budget la première année. Donc là on est sur des gros montants, mais globalement l'idée c'est ça. Et en fait, pour répartir son budget, il faut prendre en compte plusieurs choses. Donc la saisonnalité, est-ce que votre
Est-ce que vos produits se vendent par exemple plus en été ou se vendent peut-être plus sur la dernière période de l'année, comme je disais tout à l'heure, et du coup, ça vous donne au total le budget. Donc la somme des budgets mensuels vous donne le budget annuel. Et donc ça, vous pouvez rajouter cette ligne dans votre business plan. Ça vous aide à mieux vous projeter. Ensuite, donc vient le paramétrage des campagnes. Donc ça peut être assez technique, mais l'idée c'est plus c'est simple, mieux c'est. Et pour ça, en fait, il y a une structure de campagne qui est assez simple à droite. Donc c'est acquisition, donc 3 campagnes, pas plus, même 2 pour commencer. C'est une campagne d'acquisition où vous avez 3 ciblages, donc un ciblage par intérêt, un deuxième ciblage avec des intérêts différents. Donc intérêt, ça peut être par exemple, je ne sais pas si vous vendez des chaussures de sport, ça peut être des personnes qui aiment, enfin les sportifs par exemple, mais ça peut, et un deuxième intérêt, ça peut être des personnes qui, je sais pas, par exemple, aiment bien tout ce qui est bien-être, relaxation, etc. Sait-on jamais, peut-être qu'ils sont pas dans l'audience numéro 1, mais que dans l'audience numéro 2, ils y seront. Et ensuite, vous avez une troisième audience qui serait donc ce qu'on appelle les lookalikes, ces audiences similaires. Et donc là, on recommande de le faire sur une base d'acheteurs. Donc si vous avez des acheteurs, si vous avez déjà des clients, vous pouvez en gros importer ça dans Facebook et en faire une audience similaire pour les cibler. Donc à chaque fois, on vous recommande de mettre 3 à 5 publicités dans chacun des ciblages. Donc la première campagne, c'est acquisition. La deuxième campagne, c'est retargeting. Donc retargeting, donc acquisition, on va parler que à des personnes qui ne vous connaissent pas. Et retargeting, on va parler à des personnes qui ont déjà interagi avec vous, avec la marque. Donc là, il y a 2 ciblages qu'on recommande. Donc c'est visiteurs du site web. Donc vous reciblez toutes les personnes qui sont venues sur votre site. Au début, si vous démarrez, vous pouvez mettre 180 jours, et si plus vous grossissez, plus vous pouvez réduire la fenêtre. Donc vous pouvez mettre 30 ou 60 jours, comme ça il y aura beaucoup plus d'intention, et ce sera, faut que vous battrez le fer pendant qu'il est chaud. Et après, un deuxième ciblage qu'on recommande, c'est les social engagers, donc qui est un peu une somme de toutes les personnes qui ont interagi ou qui se sont abonnées à votre compte Instagram ou Facebook. Et donc tout ça, vous pouvez en faire une audience, et vous pouvez leur pousser des publicités, donc comme ici par exemple, et qui auront peut-être des messages différents. Si les personnes ont déjà connu votre site, ont déjà interagi avec votre marque, et ben vous pouvez peut-être leur mettre des messages un peu plus promotionnels ou un peu plus agressifs, ou qui les incitent à passer à l'action, alors que sur de la découverte, on va peut-être pousser des nouveaux messages ou pour faire découvrir, je sais pas, un de vos produits. Voilà, il y a plein de méthodes sur la partie créative, mais je ne m'étends pas sur le sujet. Et le dernier point, c'est une campagne rétention. Alors ça, c'est plutôt pour les e-commerçants qui sont un peu plus avancés et qui ont déjà une base client assez conséquente. Et ben, vous pouvez importer cette base, encore une fois, dans Facebook, en envoyant le fichier soit à plat, soit depuis les plateformes partenaires. Et ça, vous pouvez en faire un ciblage et donc faire une campagne de rétention et donc pousser de la pub auprès de vos clients déjà existants pour augmenter cette fameuse lifetime value et les faire racheter. En termes de répartition, donc répartition budgétaire, 70% du budget sur l'acquisition, 20% sur le retargeting et pas plus de 10% sur la rétention, sinon vous allez vraiment bombarder vos clients et ça risque de faire un peu mal à votre image de marque. Et surtout avoir un objectif de toutes les campagnes sur l'achat. On entend plein de choses sur il faut faire des campagnes de trafic, il faut faire des campagnes optimisées à la vue, de vidéos, etc. Nous, on fait 99% de nos campagnes sur de l'achat. Puisque si on dit à Facebook, va me chercher des clients qui veulent acheter, il va chercher des clients qui veulent acheter. Si on lui dit de ramener du trafic, il va ramener du trafic, mais pas de vente. Donc voilà. Ensuite, les idées créatives. Donc, il y a, une fois qu'on a paramétré ces campagnes, il faut ajouter des pubs. Et pour ajouter des pubs, il faut avoir des idées. C'est pas toujours facile. Donc, 2 choses. La première chose, c'est d'analyser son marché. Il y a une grosse phase de recherche à faire. Donc, son marché, est-ce qu'on est sur un marché qui est déjà très concurrent? Est-ce que les clients sont conscients qu'ils ont un problème et si oui, qu'il y a une solution? Deuxième point, c'est la marque. Qui sont nos clients? Il y a une différence entre je cible, par exemple, si je vends des couches, il y a une différence entre je cible les parents et je cible les mamans actives de 25 à 35 ans qui veulent concilier vie de famille et vie professionnelle. Le message sera pas le même, donc plus c'est précis, plus vous avez cette notion de qui est votre persona type, plus votre message publicitaire sera percutant. Il parlera pas à tout le monde, mais pour le peu de personnes à qui il parlera, il sera super efficace. Les avis clients, donc il faut regarder vraiment si vous avez des avis clients, scannez-les, c'est une mine d'or, vous pouvez identifier très facilement les points de satisfaction ou d'insatisfaction de vos clients, et des interviews si vous avez le temps, menez des interviews avec les clients, on ne pense pas à le faire, mais c'est super utile pour récolter des feedbacks et savoir en fait ce que pensent les clients vraiment de votre marque. La concurrence, nous la bonne pratique c'est de regarder donc les créas évidemment, la stratégie un peu marketing globale, et de regarder aussi à l'international, puisque donc notamment aux US et au Royaume-Uni, ils ont pas mal d'avance sur la partie publicitaire.
Et donc, tous les concepts qu'ils ont testés, il y a des marques qui dépensent beaucoup d'argent depuis très longtemps. Si leur pub tourne depuis un moment, c'est qu'elle fonctionne en théorie, et donc du coup, vous pouvez aller vous inspirer de ce qu'ils font, répliquer des concepts et les appliquer vous à votre propre marque. Et le deuxième point, c'est la conception. La conception, c'est un peu plus dur, mais l'idée, c'est de lister en fait tous les angles publicitaires que vous pouvez exploiter. Donc, quelles sont les offres que vous pouvez mettre en avant, les caractéristiques de votre produit, les bénéfices qui en découlent, toutes les preuves que vous pouvez utiliser, que ce soit les avis clients, la presse, si vous avez fait des apparitions dans la presse, ça c'est très fort en pub. On est toujours beaucoup plus réceptif à une pub où il y a écrit, par exemple, la meilleure marque, la découverte 2023 avec entre guillemets, et qu'on voit au-dessus elle, Marie-Claire, etc. C'est toujours beaucoup BFM TV ou BFM Business, c'est toujours plus impactant que quand c'est la marque qui le dit elle-même. Donc ça, il faut utiliser, user et en abuser. Les USP, donc c'est ce qui vous différencie et qui fait que vous êtes unique. Donc quels sont les éléments vraiment clés de votre marque, et les problèmes cibles. Ça, il faut vraiment insister dessus. Plus on insiste sur le problème, plus votre produit, en début de publicité notamment, plus votre produit apparaîtra comme une solution évidente. Donc, vous pouvez à partir de ça imaginer plein de concepts, soit en visuel statique ou donc en image, ou alors en vidéo. Et derrière, le plus dur, alors c'est même pas le plus dur, mais c'est des choses que vous pouvez assez facilement déléguer, c'est tout ce qui est scripting et production de vidéos et d'images. Si vous n'avez pas le temps, il y a des gens qui font ça très bien, mais en fait, si vous avez déjà fait toute la partie recherche, c'est 80% du travail. Le reste, c'est de mettre en musique en fait tous les éléments que vous avez. On a créé un guide assez détaillé dans la newsletter qui est gratuit, où on vous explique en fait de A à Z toute cette méthode détaillée. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a le lien dans la présentation, et vous pouvez du coup retrouver l'intégralité de la méthode qu'on nous on utilise pour nos clients pour construire des pubs. Et le dernier point, pas des moindres, c'est il n'y a pas de recette magique en pub. C'est assez frustrant, mais c'est pour ça qu'il y a des agences dont c'est le métier et des personnes qui font ça à longueur de journée. C'est qu'en fait c'est un process d'itération sans fin. Et donc, on n'a jamais fini de s'améliorer. Donc, il faut tester, analyser, recommencer et faire ça en continu. Donc, vous découragez pas si par exemple vous lancez une pub et que ça marche pas. Ça veut pas dire que la pub c'est pas fait pour vous. Ça veut dire qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore optimisés qui font que la pub à l'instant T ne fonctionne pas. Donc, identifier ce que c'est, analyser là où ça bloque, tester d'autres ciblages, tester de nouvelles créas, aller faire des optimisations sur tous les éléments qu'on a vus, notamment le taux de conversion, la rétention, etc. Et au fur et à mesure, pas à pas, en fait, vous allez vous améliorer pour atteindre au final de la rentabilité sur vos publicités. Voilà, je vous ai mis quelques bonnes pratiques et je vois que l'heure tourne, donc je vais vous les passer très rapidement pour laisser quand même quelques minutes pour des questions. Des conseils en vrac, une campagne c'est toujours égal à un objectif, un ad set, donc c'est un ensemble de publicités, c'est égal à un ciblage, pas plus. Mettez 3 à 5 publicités, pas plus, par ensemble de publicités. Pensez à couper les créas, ne jamais laisser tourner, ça je vois ça très souvent sur des comptes, des pubs. En fait, si votre pub elle vend pas, elle vendra pas plus tard. Donc si elle a déjà dépensé au moins 3 fois votre coût par acquisition cible, coupez-la, ça veut dire qu'elle fonctionne pas, ça sert à rien de laisser tourner, vous avez juste dépensé de l'argent pour rien. ABO pour tester, ça c'est un petit peu technique, donc je rentre pas dans le détail, mais globalement c'est des méthodes de testing d'audience. Les placements automatiques, donc il y a plein de fonctionnalités automatiques que propose Meta. Moi je vous recommande de les utiliser pour la plupart, parce qu'en fait l'algorithme est quand même bien puissant et il sait quoi faire et où diffuser. Donc si on vous propose notamment toutes les fonctionnalités qui s'appellent Advantage Plus, que vous verrez dans la plateforme, utilisez-les parce que ça vous fera gagner un temps fou et ça vous évitera de vous faire des nœuds au cerveau pour pas mal de choses. Optimiser à l'achat, donc ça coule de source, mais en fait Facebook vous propose plusieurs options, soit du trafic, soit de l'achat, soit du panier, soit de l'ajout au panier. Priorisez toujours l'événement achat, sauf si vous avez des paniers moyens très élevés et que du coup vous n'avez pas suffisamment de volume de données. Si vous n'avez pas, si par exemple sur 2 semaines vous faites 3 ventes parce que vous vendez des choses très chères, dans ce cas-là, allez chercher un peu plus de données. En gros, Facebook, plus il a de données sur lesquelles se baser, plus il y a de chances que ça fonctionne et plus il va apprendre vite. Donc dans ce cas-là, vous pouvez optimiser par exemple sur de l'ajout au panier qui est un petit peu plus en amont que l'achat qui est l'événement final, quoi. Une règle d'or, c'est essayer de limiter au maximum le trafic payant. Je sais que c'est contre-intuitif, surtout pour une agence de pub, mais
essayez de rester en dessous de 50% de votre trafic qui provient de sources payantes, parce que sinon vous allez devenir très dépendant et du coup c'est assez risqué, parce que ça veut dire que si demain il y a des nouveaux concurrents, bah, il faut que vous payiez plus pour faire le même nombre de ventes. Si demain votre compte il est coupé pour une raison X ou Y, pour un problème de paiement, etc., bah, vous avez un gros trou sur vos ventes. Et surtout, c'est pas sain parce que vous devenez très dépendant d'un canal. Et donc la clé, comme tout business, hein, c'est la diversification. Voilà. Le naming de ces campagnes, ça peut paraître bête, mais quand on crée des campagnes, on a vite fait de s'y retrouver, de partir dans tous les sens. Donc pensez à bien nommer vos campagnes pour que ce soit clair. Pour ça, on partage, pareil, sur LinkedIn, je partage pas mal de conseils, et si vous voulez me demander, je vous enverrai des exemples de structures pour nommer ces campagnes. Et l'API de conversion, c'est le dernier point, c'est la partie tracking, super important, pour bien mesurer ces données. Et pour finir, quelques principes. La majorité, ne vous épuisez pas sur la partie média, donc c'est-à-dire paramétrage des campagnes, puisque 70% de la performance d'une campagne, elle dépend de la créa. Donc si vous devez passer du temps, c'est passer du temps à comprendre vos clients, essayer de trouver le message et d'affiner le visuel qui va leur parler, parce que c'est ça qui va faire qu'une personne achète ou pas, ou clique ou pas. La publicité, ça sert que à apporter du trafic. Encore une fois, je le martèle, mais si vous pouvez avoir la meilleure agence du monde et les meilleures pubs du monde, si derrière ça vend pas, c'est pas forcément lié à la pub, c'est aussi peut-être parce qu'il y a d'autres éléments qui composent la chaîne e-commerce qui font que ça marche pas. Voilà, performance, c'est pas non plus lié à l'esthétique. C'est pas parce que votre pub est belle qu'elle va vendre. Parfois c'est même l'inverse, donc mettez pas trop d'argent en construction de publicité vidéo ou créa, parce que ça sert pas à grand chose. Ça peut valoir le coup pour certaines opérations, mais honnêtement avec 0 € et un peu d'huile de coude, on peut créer des publicités qui fonctionnent plutôt bien. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc Facebook adore la simplicité, toutes les structures qui sont simples, ça permet de vraiment concentrer le budget, minimiser les périodes d'apprentissage, ça fonctionne sur des algorithmes, donc ça c'est super important. Plus c'est simple, mieux c'est. Une règle d'or, c'est l'algorithme, et même si on aimerait que ce soit l'inverse, c'est en fait bien plus puissante que l'humain. L'algorithme est bien plus puissant que l'humain, donc en fait toutes les intuitions que vous pouvez avoir de dire bah oui, mais si on diffuse sur Facebook parce que c'est des 45 ans et plus, et du coup mieux vaut qu'on coupe Instagram et qu'on ait une image comme ça parce que ça en fait les gens vont cliquer. Tout ça c'est des suppositions, et en fait l'algorithme saura largement mieux que nous. Donc il faut lui donner à manger et lui il va choisir où est-ce que ça marche le mieux, de manière totalement objective. Et dernier point, la vidéo c'est pas forcément du branding, contrairement à ce qu'on pense. Nous on a des comptes sur lesquels on a 100% des pubs qui tournent, c'est de la vidéo, et on fait beaucoup de ventes. Donc ça, c'est pas une idée reçue qu'on a, c'est pas toujours vrai. Voilà pour le principal. Je vous mets aussi à l'écran si vous voulez. Donc, comme je vous dis, on poste énormément de contenu, moi particulièrement à travers mes comptes perso sur LinkedIn, TikTok, Instagram et YouTube depuis pas très longtemps. Une newsletter également que j'ai pas mise là, mais vous la retrouverez assez facilement si vous voulez suivre et du coup voir un peu les astuces ou en tout cas les méthodes que nous on emploie sur nos clients. Et vous avez les liens à l'écran, et j'ai fait le tour du coup. Et je suis disponible pour répondre à des questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup, Étienne, pour la présentation qui était très intéressante et très complète. J'ai recensé déjà une dizaine de questions. Alors, on ne va pas pouvoir répondre forcément à tout pour pas trop dépasser sur le temps, mais au pire, vous pourrez toujours contacter Étienne sur ses réseaux. Je vais également du coup vous soumettre la présentation dans les documents à partager, et je vais vous donner quelques liens dans le chat, surtout sur l'accélérateur du numérique. Donc, vous aurez de quoi vous instruire même après le webinaire. Donc, on va commencer avec une première question d'une personne qui explique qui travaille déjà avec une agence en fait, Ouais. qui s'occupe de ses social ads sur Instagram, Facebook, avec un budget de 300 € mensuel. Il demandait si déjà dans un premier temps c'était suffisant, et dans un deuxième temps, cette personne explique qu'elle n'a pas vraiment d'informations précises sur ce que ça peut rapporter. Donc voilà, comment avoir plus d'informations sur le CA, le coût, comme sur Google Ads par exemple, etc. Ouais, c'est pas évident. Je pense que ça dépend de pas mal de choses, sur notamment la nature du produit, etc. Je sais pas exactement ce que la personne vend, mais en fait, moi j'ai une règle, c'est que si l'accompagnement d'une agence coûte aussi cher ou plus cher que ce qu'on met en budget pub,
c'est pas forcément un bon ratio. Donc donc nous par exemple des marques qui n'ont pas beaucoup de budget, ben on leur recommande plutôt de faire ça d'abord en interne ou alors de passer par des freelances pour justement que ça leur coûte pas trop cher un accompagnement. Mieux vaut investir ce budget dans la pub pour avoir plus d'apprentissage que de le mettre sur des frais de gestion. Et après, pour est-ce que c'est suffisant en budget? En fait, il y a un ratio que nous on utilise, c'est 3 fois le coût par acquisition cible en budget quotidien. Donc par exemple, si vous vendez des produits à 50 € et que votre coût par acquisition, si vous avez fait tout le calcul qu'on a vu tout à l'heure ensemble, maximum, donc c'est-à-dire que vous êtes prêt à payer le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour un nouveau client, c'est je sais pas 10 €. Et bah, du coup, le minimum qu'on vous conseille de mettre, c'est 3 fois 10 €, donc 30 € par jour. 30 € par jour fois 30, ça fait 900 € par mois. Donc d'expérience, on se retrouve toujours sur des 2-3 000 € par mois de pub minimum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver avec 100, 200, 300 ou 1 000 € par mois, mais en fait, ça veut dire que vous allez surtout allonger votre phase d'apprentissage et donc ce que vous pourriez faire en 1 mois, vous allez le faire en 3-4 mois et donc ça risque d'être assez long, etc. Donc voilà un peu ma réponse sur ça. On a une autre question. C'était une question sur la note Google. En fait, combien faut-il d'avis positifs pour faire augmenter la note Google? Voilà, question assez large. Alors, j'ai pas la réponse exacte, mais je pense que en fait, il y a un double, dans l'esprit du consommateur, il y a deux choses. Il y a le nombre de clients et il y a la note. Donc en fait, si vous avez une note de 5 sur 5 sur 2 personnes, bah ça c'est bien, mais du coup, c'est pas très représentatif. Par contre, si vous avez 4,7 sur 5 sur 300 personnes, bah, c'est comme quand vous cherchez un resto, vous allez regarder un hôtel, ou vous allez checker sur Amazon un produit. Plus il y a de notes et plus il y a de personnes, enfin plus la note est bonne et plus il y a de personnes qui ont noté, mieux c'est. Donc moi, ce que je recommande à mes clients, c'est d'avoir plus on se rapproche en fait des 50, 70, 80, 100 avis clients, mieux c'est. Et si vous pouvez avoir en fait les avis aussi au niveau de vos top produits, et ben en fait ça va encore plus améliorer la conversion sur ces produits-là. Ok, merci beaucoup. D'autres questions après, plus sur les termes sur lesquels on peut peut-être passer rapidement pour pas trop dépasser. Ouais. Quelle est la différence entre le SEO et SEA? Et on a aussi une question sur le COGS. Enfin, COGS. Alors, oui, ils sont pas évidents. Alors, SEO, c'est Search Engine Optimization. Je m'excuse pour cet accent anglais horrible. Et SEA, c'est Search Engine Advertising. En gros, SEO, c'est donc les deux sont liés à Google et à Bing, mais dans une moindre mesure. C'est en fait le fait d'apparaître dans les premiers résultats de recherche Google. Le SEA, c'est payant. Donc, c'est-à-dire qu'on paye, par exemple, pour un mot-clé, si moi, je vends des chaussures, je vais apparaître sur chaussures, ben, je vais payer à Google sur sa plateforme publicitaire pour acheter le mot chaussures et enchérir dessus. Et moi, du coup, sur une partie des requêtes des gens qui cherchent mon chaussure, ben, ma publicité va arriver dans les 3 premiers résultats. Ou en bas, ça dépend de plein de facteurs. Et SEO, c'est la même chose, sauf qu'on ne paye pas. Et on va travailler sur en fait, il y a des robots Google qui vont indexer régulièrement les pages, donc ils vont scanner les pages et qui vont se dire ah bah tiens, sur cette page-là, je vois que le mot-clé chaussures revient beaucoup. Je vois également qu'ils ont par exemple un blog et qui parle de course à pied. Donc du coup, sur chaussures, course à pied, c'est pertinent de le faire apparaître en première page. Et donc du coup, vous allez remonter dans le résultat de manière naturelle et sur des recherches en fait qui sont pertinentes, ça va rapporter du trafic sur votre site. Et donc ça, c'est un peu plus technique. Il y a des experts qui font ça très bien et dont le métier, c'est de vous faire remonter dans les premiers résultats de recherche Google. Mais c'est ça la différence. Il y en a un, on paye et l'autre, on paye pas, quoi. Ok. Et COGS, du coup, ouais. c'est Cost of Goods Sold. C'est en fait les coûts variables qui sont liés à la vente d'un produit. Et donc, vous pourrez trouver la définition en ligne assez facilement, mais c'est coûts de production, expédition, livraison, transaction, si vous avez des frais par exemple sur votre site, etc., etc. Donc, tout ce qui est lié à la vente, c'est pas des coûts fixes, c'est tout ce qui est à la vente d'un produit. Ok. On a aussi une question qui est assez intéressante, c'est de savoir, parce qu'on s'intéresse beaucoup aux produits dans tes exemples, est-ce qu'on peut envisager les mêmes processus en fait pour proposer des services? Est-ce que ça revient au même? Est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte? Ouais, très bonne question. En fait, la mécanique est complètement la même pour la partie créa, pour la partie optimisation du site, pour la partie construction de campagne, c'est assez similaire.
La seule différence, c'est qu'on ne va pas piloter sur les mêmes indicateurs. Donc, par exemple, là, on est sur du coût par acquisition. Sur du service, souvent, ça se fait en 2 étapes. Donc, il y a du lead. Donc, c'est-à-dire une personne va montrer un intérêt et remplir un formulaire. Et du coup, elle va être recontactée par une équipe commerciale ou alors rentrer dans un flow d'email automatique. Et ensuite va se découler la vente en temps 2. Et donc, la différence, c'est qu'on va piloter du coup sur du coût par lead. Et donc, on va chercher à générer un maximum de leads, donc c'est-à-dire de prospects qualifiés pour derrière pouvoir les transformer. Donc, c'est ça principalement. Et donc, toute la construction notamment de son site, elle va être pensée comme ça, avec des pages de destination qui expliquent très très bien ce qu'on fait, avec un formulaire assez simple. Et l'objectif, c'est vraiment d'optimiser ça. En tout cas, dans le service, c'est majoritairement comme ça que ça fonctionne, mais la publicité se prête très bien. Ok. On a aussi une question qui est un peu liée, puisque c'est aussi un service, mais quelqu'un qui explique être dans le domaine de la formation, mais avec une formation unique, donc pas de réachat. Et est-ce qu'un panier à 1 200 €, avec un panier à 1 200 €, est-ce que la publicité Facebook est adaptée? J'ai envie de dire d'instinct, oui, parce que c'est un panier moyen qui est assez élevé. C'est formation de quoi, tu disais, pardon? Ah, c'était pas précisé, c'est juste une formation unique. Formation unique, bah ouais, en fait, encore une fois, c'est une question de calcul de coût, mais si par exemple la formation coûte 1 200 € et que il faut calculer combien est prêt à payer, vous êtes prêt à payer pour vendre une formation. Donc si on enlève sa marge, tous ses frais de fonctionnement, etc., disons que sur 1 200 €, on est prêt à mettre, je sais pas, un quart, donc on est prêt à mettre 300 € en pub. Enfin, en tout cas, on est prêt à mettre 300 € pour un nouveau client. Et ben, c'est ces 300 € là dont on va se servir pour piloter ces campagnes. Et après, si ça se fait en 2 temps, par exemple, avec ce qu'on vient d'expliquer avec du lead, et ben, l'idée, c'est de se dire sur 300 €, en gros, par exemple, si j'ai un taux de transformation pour 10 personnes qui viennent, j'en ai une qui convertit, donc on a un taux de transformation à 10%. Donc pour 10 prospects, on a une vente. Ça veut dire que sur ces 300 €, bah, il va falloir les diviser par 10, et donc ça nous coûtera 30 € maximum pour avoir un lead. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner en se disant, je sais que si je paye plus de 30 € pour un lead, et ben mon business n'est pas rentable, globalement. Ok. Alors, à toi de me dire si tu as encore 4 minutes ou si on demande aux participants de te contacter plutôt sur les réseaux sociaux et sur notre mail qu'on vient d'envoyer. Donc dis-moi si. Une dernière question. Allez, Si une dernière question. Alors, il y a une question qui est intéressante aussi, qui est un peu spécifique, c'est est-ce qu'on peut lancer des campagnes par période, des périodes où on sait que cela pourrait être intéressant pour le produit? Donc, c'est comment ça se fait, ça se fait par période? Ouais, tout à fait. C'est possible de faire des campagnes sur des périodes courtes de temps. Ça se fait beaucoup d'ailleurs, notamment. Donc là, par exemple, il y a eu les French Days il n'y a pas très longtemps, qui est un peu le Black Friday français. Nous, on a lancé des campagnes spécifiques pour certains de nos clients pour booster leur vente pendant cette période. Donc, on a pensé des publicités aux couleurs avec des petits jeux aussi sur le site, etc. Et ça se fait assez bien. Notamment, il y a des business qui sont assez saisonniers, et, par exemple, qui dépendent, je sais pas, de la rentrée scolaire ou qui dépendent, je sais pas, beaucoup du Black Friday ou même, je pense au business de fleurs, qui dépendent beaucoup des Saint-Valentin, fête des mères, etc. Donc, on peut penser vraiment des campagnes, on peut mettre en fait une date de début, une date de fin et allouer un budget spécifique pour cette période-là. La complexité, c'est que du coup, on aura un temps limité pour optimiser. Par exemple, si on fait tourner une campagne pendant 3 jours, donc si au bout de 2 jours, on se rend compte que ça marche pas, il nous reste qu'1 jour pour optimiser. Donc c'est pas top. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un minimum de plusieurs semaines parce qu'on n'est jamais sûr que ces créas vont marcher dès le début. Et également, si on peut en amont en fait pré-tester avec des campagnes qui tournent en fil rouge, là du coup, on a plus de chances de réussir pendant ces temps forts, quoi. D'accord. Bon, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Du coup, ce dernier sera disponible en replay. Je vous ai également partagé la présentation dans les documents distribués. Vous retrouverez aussi le lien de l'accélérateur du numérique ainsi que notre adresse mail. Merci beaucoup à Étienne pour cette présentation très intéressante et instructive. Et vous pouvez trouver, du coup, comme je vous ai dit, la présentation. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour répondre au sondage de satisfaction. Ça nous aide à savoir ce qui vous intéresse et ce sur quoi on peut travailler. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Donc, merci beaucoup, Étienne. Merci Alice, merci à tous. Bonne journée. Au revoir.